Bonjour à tous, bienvenue sur cette keynote Géo, dans lequel effectivement on a compilé 4 questions que nous posent le plus souvent nos clients sur un sujet un peu plus d'actualité, qui est le Géo. On s'est dit que ça pourrait être intéressant effectivement de vous partager tout ça. Alors, est-ce que je vais arriver à passer à la slide suivante? Pour commencer, je vais déjà laisser Lucille se présenter, qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous, donc effectivement, c'est Lucille, je suis experte senior SEO Géo. Je suis chez Youmens depuis maintenant 4 ans et je suis également team leader de l'équipe lyonnaise qui est composée de 4 consultants SEO Géo. Super, merci Lucille. Et moi, donc Florent, je suis business développeur, donc j'accompagne nos clients dans le déploiement de leur stratégie digitale. Donc Youmens, on est une agence conseil en acquisition augmentée par la data. On accompagne majoritairement des PME et des ETI. Voilà un petit peu pour la partie présentation. Pardon. Et avant de commencer, quelques termes qu'on va aborder pour histoire d'être sûr qu'on soit tous alignés pendant cette intervention, donc un peu de vocabulaire. Le premier, donc LLM, Large Language Model. Donc, là, on parle vraiment du moteur qui va nous permettre effectivement de poser nos questions. Sur la partie SGE, donc Search Generative Experience, sont les interfaces en fait qui nous permettent d'utiliser les LLM dans nos usages de recherche. Et donc le GEO, donc Generative Engine Optimization, ce sont l'ensemble des techniques qu'on va développer pour doper la visibilité de nos clients en ligne, précisément donc sur les LLM. Et c'est donc ça qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors, pour commencer, également un petit peu de détails. Donc là, on a parlé de la SGE. Donc la SGE, vous le voyez effectivement sur mon écran à gauche, ce sont des interfaces qui vont venir en fait s'intégrer. Alors, pas aujourd'hui en France, mais en tout cas, c'est le cas dans plus de 200 pays du monde. On va avoir une pop-up qui va s'intégrer dans les moteurs de recherche. Vous allez pouvoir directement interagir avec Gemini, en l'occurrence sur Google, pour passer en mode conversationnel directement avec l'intelligence artificielle. Sur l'acronyme GSE, donc là, on se trouve effectivement dans Perplexity et ça va être effectivement les réponses qui vont apparaître dans les résultats. Donc, vous avez deux possibilités. Soit effectivement, vous êtes cité directement dans la réponse et vous pouvez également avoir des liens qui vont rediriger vers votre site. Première question, pourquoi mon trafic baisse aujourd'hui ? C'est un vrai sujet. Il y a des usages qui changent. On assiste à une fragmentation du search. C'est ce qu'on voit ici. Donc, les gens ne tapent plus une requête, mais finalement, on va converser avec l'outil. On va avoir des réponses qui sont aussi plus longues, beaucoup plus contextualisées et personnalisées. On a le search également qui s'est déporté vers les réseaux sociaux. Donc là, on est plus inspiré finalement par des influenceurs, des créateurs que par Google. Et on a Amazon qui a aussi dépassé le simple statut d'e-commerçant. C'est vraiment devenu un moteur de recherche à part entière pour faire de la recherche produit, également pour comparer et passer des commandes directement. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a des usages effectivement qui changent, et donc le fameux Messy Middle présenté par Google, qui est encore plus fragmenté, ce qui change pas mal la donne dans les différentes stratégies pour les annonceurs, puisqu'on a toujours Google qui existe toujours, mais finalement qui n'est plus seul. C'est pour ça qu'on assiste à une baisse, notamment du trafic organique, et en conséquence, il va falloir diversifier ces sources de trafic, ces sources d'acquisition, pour être visible là où les internautes font leurs recherches. Et donc, notamment dans les nouveaux moteurs génératifs, donc les LLM comme ChatGPT, entre autres. Et donc, deuxième question qui vient, est-ce que c'est pas trop tôt pour travailler le GEO parce qu'effectivement, quand on se dit ça, on peut se dire effectivement que c'est peut-être trop tôt, qu'on n'a pas besoin de démarrer tout de suite. Mais l'idée qui se cache derrière, c'est plutôt est-ce que stratégiquement, on veut déjà conquérir le terrain et être présent ou finalement laisser de la place
aux concurrents et peut-être ne jamais vraiment pouvoir récupérer le retard qu'on avait accumulé au départ. Et donc, du coup, Lucille, tu as quelques données sur ce sujet-là. Bon, ta question est un peu orientée, Flo, mais oui, effectivement, ça va déjà très vite, puisqu'on voit que 40% des utilisateurs vont préférer poser une question à un LLM, donc ChatGPT, Perplexity, Gemini. Ça fait, puisque les questions, en fait, vont être personnalisées et contextualisées vis-à-vis d'une requête qu'on va taper dans Google et on doit chercher notre propre lien, finalement. Et ces requêtes, ces utilisateurs, ça fait plus 500% de recherche depuis janvier 2024. Donc, ça va extrêmement vite. Et surtout, c'est 47% des 18-24 ans. Donc, pour l'instant, c'est encore les jeunes, mais c'est nos futurs internautes, nos futurs utilisateurs qui sont déjà sur les réseaux sociaux pour aller chercher l'information. Donc, il faut commencer à aller les capter. Et tu as déjà parlé d'Amazon, effectivement, 60% des recherches produits, donc ça c'est important pour tous les e-commerce, vont commencer sur Amazon plutôt que Google. C'est très intéressant, Lucille. Sur le volet e-commerce, il me semble aussi que tu avais de la donnée. On a de la data chez Humens, on est très très data et là on a appuyé en fait sur notre outil MD Report pas mal de données. Et là on voit sur nos clients e-commerce qu'on a plus de 252% de sessions pour 350% de chiffre d'affaires qui viennent des IA conversationnels. On prend ça avec des pincettes, puisqu'on voit quand même que ça représente 0,5% des sessions et 0,12% du CA. Donc, ça, c'est quand même à ne pas négliger. Mais si on regarde de manière macro, on voit quand même que le taux de conversion n'est pas si éloigné du référencement naturel, puisqu'on a un taux de conversion de 4,41%. Pour les IA, c'est de 5,60%. Évidemment, tous les secteurs d'activité, toutes les thématiques ne sont pas impactés de la même façon, mais tout ce qui va être dans la thématique du média Internet, on va avoir pas mal d'IA conversationnels, comme dans la cosmétique ou encore l'agriculture, la banque et l'assurance. Okay. Très intéressant sur les données e-commerce et sur la partie. Et sur la partie lead, effectivement, sur la partie lead, là, c'est vraiment sur la partie taux de conversion. Le lead en SEO, on va avoir un taux de conversion chez nos clients de 2,68%. Alors qu'avec les IA conversationnels, on est à 21,94%. Donc, il y a vraiment un gap entre ces deux taux de conversion. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Comme pour le e-commerce, on va avoir plusieurs thématiques où on va être beaucoup influencé par l'IA, notamment tout ce qui va être la banque, l'assurance au courtage, toute cette thématique-là, l'agroalimentaire et le food, ou encore tout ce qui va être SaaS logiciel, automobile, capital moto, donc tout ce qui va être auto, le retail, le média et Internet, ou encore tout ce qui va être les agences de com, l'agence web. Okay. Et une fois qu'on se dit ça, Lucille, est-ce que c'est pas la fin du SEO classique finalement? Non, le SEO n'est vraiment pas mort. On assiste vraiment à une mutation en fait du SEO comme depuis des années. Le SEO change et on doit s'adapter. En fait, on a un changement, même un double changement, si je peux me permettre, de paradigme. Quand on fait du SEO, on part d'un mot-clé. Ce mot-clé-là, on part aussi d'une statistique puisqu'il est associé à un volume de recherche. Donc, on a des KPI pour faire notre stratégie SEO qui se base sur ces mots-clés-là. Maintenant, avec les IA, on va passer à la requête conversationnelle. Donc, on va initier une conversation avec les robots. Et on va passer en fait de ce KPI du volume de recherche à la prédiction. Donc, notre objectif, c'est d'aller chercher vraiment en fait les intentions de recherche de nos personas et aller essayer de deviner, si je peux me permettre, de prédire les prompts que nos personas vont pouvoir utiliser dans les IA conversationnelles. Mais on se rassure, quand on prend, il y a un chiffre que j'aime bien utiliser, c'est les 72%. 72%, c'est la corrélation entre les résultats de recherche en première page de Google et la mention dans une IA, surtout ChatGPT. Donc en fait, une bonne optimisation SEO permet déjà de travailler notre stratégie géo. Très clair. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Lucie? Et concrètement, en fait, c'est ce que je disais, si on a une bonne stratégie SEO, on va avoir une bonne stratégie géo. Donc, on travaille sa technique, on travaille sa sémantique, le contenu, et on va avoir un bloc vraiment autorité. Je reviendrai sur ce point plus tard, qui va être important pour le géo. Okay. Les règles ne changent pas trop. Mais vraiment, les enjeux aujourd'hui,
ça va être de prédire le prompt de nos personas. C'est vraiment cette notion de prompt engineering qui va être important, puisque c'est ça qui va être le moteur en fait de notre stratégie géo. Et ce moteur, il faut qu'on puisse le nourrir, l'alimenter avec, moi j'aime bien les métaphores, pardon, mais avec 3 carburants. Et ces 3 carburants, on les a définis de cette façon-là. On va avoir le carburant qui va être le client. Donc, ça va être tout ce qui va être le brain book, les informations clés de la marque, les forces et les orientations stratégiques, votre plus-value marketing, vos personas. Donc, ça, vraiment, sans les personas, on ne peut pas aller définir des prompts. Donc, c'est vraiment de cibler stratégiquement vos personas. Ensuite, ça va être les concurrents, toujours, de savoir qu'est-ce qu'ils font, où ils font et quelles sont leurs plus-values également. Un carburant SEO, puisque comme on l'a dit, le géo va découler du SEO. Donc, on va aller chercher tout ce qui est PA, donc les People SEO Ask. Ce sont les questions en fait, que les internautes posent directement dans les moteurs de recherche. Et c'est ce qui se rapproche en fait le plus d'une conversation avec une IA. Et ce qu'on aime bien sur les People SEO Ask, c'est qu'on a du volume de recherche. Donc ça, on a déjà un peu de data. Ensuite, on va avoir évidemment les intentions de recherche. Ça, il faut bien les comprendre pour savoir quelle typologie de contenu on doit proposer en face. Et évidemment, nos fameux mots-clés ici. On a déjà nos 2 carburants. Et le dernier, c'est l'expertise humaine. C'est ce qu'on va appeler en fait notre jus de cerveau. On a besoin qu'un expert puisse faire son prompt engineering pour que l'IA en fait ne remplace pas totalement nos stratégies. Effectivement, et pour rajouter un élément sur la partie persona, chez Humans, globalement chez MV Group, on dispose d'une base de données qui s'appelle Profilia, qui dispose de 50 millions d'utilisateurs dans cette base, et ça va nous permettre aussi d'enrichir finalement la donnée que vous avez sur vos clients, toujours dans un objectif de mieux les connaître et de mieux adresser le message derrière à ces personas-là, toujours dans l'idée d'avoir effectivement le bon message au bon moment à la bonne personne. Il faut vraiment avoir une connaissance client qui soit enrichie. Et donc, au-delà des connaissances que vous avez, on est aussi là pour vous accompagner et pouvoir justement enrichir cette donnée-là, notamment grâce à Profilia. Et on a défini un cercle itératif du géo pour matérialiser un petit peu notre accompagnement. Aujourd'hui, on va systématiquement démarrer par un audit technique qui va nous permettre de s'assurer, dans un premier temps, que le site répond bien aux nouvelles demandes des moteurs de recherche. Ensuite, comme disait Lucille, on a un gros travail sur le prompt engineering, de définir effectivement tous nos personas et de regrouper toute cette donnée pour vraiment matérialiser ça concrètement à travers les prompts. En découlera derrière des analyses et donc une stratégie de contenu adaptée en fonction justement des prompts qui ont été générés et de ce que recherchent vos personas, encore une fois. Derrière, une fois qu'on va avoir cette stratégie de contenu qui va être posée, l'idée, ça va être de venir l'asseoir, la crédibiliser avec une stratégie d'autorité et du netlinking, du coup, mais également aussi du SEO sur les réseaux sociaux. On peut aussi agrémenter ça avec de l'influence SEO, de la relation presse. Donc, il y a vraiment une grosse stratégie d'autorité qui va pouvoir propulser finalement ces contenus. Et derrière, une fois qu'on a déroulé ces étapes, on passe par une phase d'analyse de ces résultats, d'en tirer des enseignements et d'optimiser la stratégie en repassant finalement par le cheminement qu'on a évoqué à l'instant. Et donc, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, on a illustré ça avec un cas concret dans la mutuelle santé. C'est pas difficile. Oui, mutuelle santé, si vous êtes un peu des SEO, vous savez que c'est une thématique ultra concurrentielle. Donc, on avait ces contraintes de départ, on est quand même dans une grosse thématique. Et on avait cette hypothèse-là de si on travaille dans un périmètre assez précis, sur une logique SEO plutôt classique, autour d'un mot-clé ou d'une thématique, on aura du mal à avoir un effet. Donc de ça, on avait un objectif, c'est de travailler la perception de la marque en tapant plutôt large sur toutes les thématiques du client. Bon, c'est un pari, et en le réussissant, ça devrait profiter à la perception globale de la marque et donc aux autres thématiques. Et ça va être super important. Parce que Florent l'a dit, on a le bloc de l'autorité qui va être important dans notre stratégie géo.
Et en fait, ça va être tout ce qui va être dans l'ensemble en fait, de votre univers, votre environnement digital. Donc, de remettre en fait ici l'objectif de remettre la marque, votre stratégie marketing au cœur de nos stratégies géo et SEO. Mais avant ça, Florent, je crois qu'on est parti d'un constat, parce qu'on le répète chez Humens, nous, on aime beaucoup la data. Et oui, et oui. Premier constat, le trafic IA, il a quand même un fort taux de conversion. On vous rappelle qu'on est dans la thématique du lead. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus, Florent, là-dessus. Oui. Alors là, c'est effectivement par le biais du MV Report, donc on envoie tous les mois. Et ce qu'on a pu constater, c'est que sur cette IA conversationnelle, aujourd'hui, le trafic, alors il représente moins d'1%, mais on génère aujourd'hui presque 440 leads. Donc l'idée, c'était d'accentuer finalement cette visibilité sur les moteurs génératifs en se disant simplement, si on double finalement le trafic, on va venir accentuer aussi cette génération de leads. Et rien qu'en passant de 1 à 2%, l'apport de leads via ce levier GEO, on pourrait monter à plus de 10% des leads. Donc, il y a un vrai intérêt à travailler le GEO pour justement aller générer plus de business derrière. Donc, on part toujours de la data. Chez Humens, on s'est équipé d'un outil qui nous permet en fait d'analyser notre visibilité. Pour pouvoir analyser notre visibilité dans les différents LLM, il faut, comme on l'a dit, qu'on puisse avoir nos personas et nos prompts. En fonction de nos personas et de nos prompts, on va avoir un score de visibilité dans les LLM. Attention, cette visibilité, ce scoring, il est calculé en fonction de la hauteur qu'on a en citation et surtout du nombre de fois où on va apparaître. On va avoir les différents moteurs génératifs testés, la visibilité de nos concurrents sur les réponses associées à notre compte. Donc de là, on peut déjà commencer notre analyse. C'est clair. Première analyse, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est qu'on a déjà des URL qui remontent en termes de citation dans les moteurs génératifs. Point positif. Qu'est-ce qu'on constate également? C'est qu'on a un contenu qui répond aux attentes des internautes par les LLM. Donc là, l'exemple était « Liste-moi les mutuelles qui couvrent bien les soins dentaires ». On a un contenu qui est structuré, qui contient des formulations repérables par les IA. En gros, le format qu'on a proposé aux IA, c'était quelque chose qui leur plaît, l'utilisation d'un tableau. Donc, ça dépend encore une fois des requêtes, mais dans l'exemple qu'on illustre là, c'était le format le plus adapté. Et ce qui nous a permis de savoir que c'était plus adapté, c'est en voyant finalement les résultats apparaître dans les moteurs de recherche, ce qui permet vraiment une meilleure compréhension des moteurs génératifs. Mais c'est beaucoup plus intéressant aussi pour les internautes. On a une information qui est claire et lisible et qui nous permet d'avoir l'information directement. Mais qu'est-ce qui se passe aussi quand finalement mon contenu ne remonte pas dans ses réponses et qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, ici, on a un exemple où c'est un acteur qui est dans le service à la personne. Lui n'est pas cité dans la réponse des LLM. Donc, quel est le cheminement, quelle est la stratégie derrière à avoir? C'est de se dire, est-ce que déjà, moi, j'ai un contenu qui répond à cette intention de recherche? Donc, ça ne change pas vraiment de stratégie SEO classique. Est-ce que j'ai une page qui correspond à un mot-clé, donc il y a une intention de recherche? Est-ce que, du coup, si ce contenu existe, pourquoi il n'apparaît pas? Est-ce que, comme l'a dit Florent, est-ce qu'il répond aux critères de sourcing des LLM? Est-ce qu'il respecte les critères EEAT pour expertise, autorité, trust? Il m'en manque un. Expertise, autorité, trust, expérience, évidemment. Est-ce que les priorités techniques sont OK? Est-ce que les contenus sont enrichis? Ça va vraiment jouer sur vos contenus. Ensuite, est-ce que vos concurrents sont cités? Si oui, sur quelle typologie de contenu? Pourquoi eux et pas vous? Donc, ça, c'est vraiment cette analyse, ce benchmark concurrentiel à faire. Et surtout, c'est d'aller regarder les sources et les canaux qui vont être repris par les LLM. Donc, est-ce que les sources correspondent à des pages on-site? Ou est-ce que c'est des réseaux sociaux? Ou quelles sont les typologies de médias? Est-ce que c'est des images, des infographies, des vidéos? Donc ça, c'est toute cette analyse que vous avez à faire en amont avant de pouvoir modifier ou créer vos différents contenus pour apparaître dans les LLM. Donc, par exemple, ici, sur la requête femme de ménage, je cherche une femme de ménage, notre page ne renvoie pas les bons signaux géo. Pourtant, elle est présente en première page de Google. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est un contenu qui a été rédigé pour les robots de Google. La problématique client
trouver femme de ménage est absente du chapeau. L'article est long, comme on le recommande souvent en SEO, mais creux, on ne donne jamais en fait d'avantage client. Quels sont les bénéfices à passer par ce prestataire-là? Il y a beaucoup trop de généralités et on a une structure à chaîne qui est perfectible. Donc, encore une fois, on a d'abord des prérequis SEO à modifier sur ce prestataire-là. Alors que celle qui est citée dans les LM, elle va mettre en avant les solutions. Elle répond directement dans le chapeau avec des données chiffrées. La structure du contenu est différente, c'est-à-dire qu'on a une FAQ omniprésente. On a un focus en fait sur les problématiques clients et on va leur donner la réponse. C'est un contenu qui a donc une plus-value vraiment pour l'internaute. Et par exemple, on va avoir des prérequis SEO qui sont OK, c'est-à-dire que les balisages, par exemple, sont complètes. La différence, c'est que le premier contenu est un contenu écrit pour les robots et que le deuxième, en fait, est un contenu écrit pour les internautes. On leur donne une preuve et une vérité. Donc, on respecte les critères EEAT, par exemple. Et finalement, aujourd'hui, ce qui va s'opposer, c'est le contenu qualitatif, comme on a pu le voir, à du contenu, quantité de contenu, on va dire, qu'on avait l'habitude aussi de produire en masse. Ce que nous, on peut constater finalement, c'est que effectivement, l'utilisation des LLM, ça va permettre en fait de faciliter la production de contenu, de faire du contenu en masse. Mais la difficulté derrière, c'est une difficulté d'émerger, puisque si tout le monde produit le même contenu finalement, où est la légitimité de mettre un site plutôt qu'un autre. Donc la qualité devient vraiment centrale et indispensable pour capter l'attention et, comme le disait Lucille, de bien orienter son contenu de preuves et de bénéfices clients, que ça donne une vraie information, une vraie plus-value pour l'internaute. Et ça, ce contenu-là, une fois qu'il est travaillé dans ce sens-là, ça va nous permettre aussi de le relayer sur les différents leviers et pas que sur le référencement naturel ou le GEO, mais voilà, de venir le diffuser de manière plus large sur tout le dispositif digital. Donc ça passe par les campagnes payantes, les réseaux sociaux également, de retravailler forcément un petit peu ce contenu-là, mais au moins d'avoir ce relais sur les différents leviers. Et enfin, c'est cette qualité de contenu qui va vous permettre d'émerger dans les résultats et aussi de vous différencier par rapport à vos concurrents. Donc, sur cette partie-là, l'idée, c'est d'avoir en fait un contenu qui soit plus enrichi et de qualité. Et c'est ce qui va faire le pilier de votre autorité. Et là, Lucille, il y a quand même des formats qu'on utilise un peu plus finalement pour varier uniquement du texte brut qu'on a plutôt l'habitude de voir. Oui, non, mais et puis c'est mine de rien, on le dit souvent en SEO, il faut que votre contenu apporte de la valeur. Et comment on lui donne de la valeur? C'est en l'enrichissant, comme tu pouvais le dire. Ça veut dire qu'on va regarder par exemple le top 3 ou le top 10, ou même regarder pourquoi nos concurrents, eux, sont cités dans les LM et par nous. Et il y a souvent des formats qui ressortent, comme les infographies, la vidéo. On sait que les robots de Google et même les LM aiment beaucoup les petits tableaux de synthèse, les résumés et les citations d'experts. En fait, tous ces contenus-là, on a besoin de légitimer vos contenus. On a besoin en fait que à la fois les robots LLM ou de Google associent l'expertise du contenu à votre marque. Donc, il faut que ce contenu-là soit donc brandé. On va aller vraiment au cœur de votre branding pour que vous puissiez être pertinent en fait aux yeux de l'internaute, des robots et des IA. Donc le savoir-faire et l'expérience de la marque va vraiment faire que votre contenu va ressortir. Et ça, c'est super important puisque, comme le disait Florent, il faut que ça soit repris à la fois dans votre écosystème digital. On ne peut plus faire avec nos contenus que de l'on-site, il faut qu'ils soient partageables. Il faut que vous puissiez faire vivre à la fois vos réseaux sociaux, vos relations presse, et pourquoi pas et sans A. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave, mais parce que même si votre contenu doit être brandé, il faut quand même qu'il soit optimisé. Donc on passe par les outils tels que Yandex Roux pour que votre contenu soit optimisé pour les robots. Donc c'est une rédaction conforme aux connaissances actuelles sur l'IA et le GEO.
Tout à fait. Et c'est tous nos rédacteurs qu'on dispose en interne aussi qui sont formés à l'utilisation de ces outils. Donc voilà, on a des rédacteurs chez nous qui vont justement comprendre cette notion de branding-là et l'intégrer dans la rédaction. Et aussi finalement rajouter la couche d'optimisation SEO. Donc c'est vraiment un métier et ça demande des compétences bien précises et encore une fois, une bonne analyse en amont pour savoir quel type de format utiliser. Dernière petite slide. L'idée aussi, c'est encore d'insister sur ce maillage entre SEO et social media. L'idée, c'est de partager un maximum ces sujets-là, puisque ça va encore une fois diffuser cette information sur une audience qui va être plus large. Alors, bien sûr, il faut la retravailler pour que ça soit relayé sur les réseaux sociaux, mais voilà, il ne faut pas hésiter à diffuser, à relayer ces informations-là. On parle des réseaux du social media, mais ça peut être aussi le cas effectivement sur les leviers payants. Ça permettra encore une fois de faire la différence et de maximiser encore une fois, d'asseoir votre autorité sur les thématiques stratégiques. C'est tout pour nous. J'espère que vous avez trouvé cette intervention intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit par email ou alors directement sur le site de l'agence en complétant un formulaire de contact. Et on se fera un plaisir de répondre à votre demande. Merci beaucoup, Lucille. Merci.